Bonsoir Frédéric Pechnard, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président Les Républicains du Conseil régional d'Île-de-France, ancien patron de la police judiciaire. Thibault de Montbrial, avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, de connaisseurs et de spécialistes évidemment à la fois des questions policières et des questions de terrorisme. Est-ce que vous êtes surpris ce soir de ce drame ? Surpris, pas vraiment, parce que ça avait été déjà annoncé par l'État islamique à plusieurs reprises. Les policiers sont une cible de Daesh, et des policiers français tout particulièrement. Ce qui est un petit peu surprenant, et pour tout dire absolument épouvantable, c'est le fait que ce soit passé au domicile. Quand vous êtes policier, j'étais policier pendant 30 ans, quand vous êtes policier, vous acceptez les risques de votre métier. Vous savez que vous prenez un risque, mais quand vous rentrez chez vous le soir, vous avez le droit de tout déposer. Et le fait d'avoir attaqué, tué, assassiné ces deux personnes à leur domicile, je crois que ça a un impact très fort dans les rangs de nos policiers. Pas surpris parce que, comme vient de le dire Frédéric Pechnard, depuis la fin de l'année 2014, l'attaque d'un policier ou d'un gendarme ou d'un militaire chez lui est un des scénarios sur lesquels travaillent les services de renseignement. Et pas surpris non plus conjoncturellement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin du mois de mai, Mohamed Al-Adnadi, qui est le porte-parole de l'État islamique, a appelé... On l'appelle Monsieur Attentat, hein, c'est voilà, le porte... Exactement. Et alors, responsable des attentats. Il a appelé tous les musulmans sympathisants de l'État islamique à frapper les koufars, les mécréants, c'est-à-dire nous, chez nous, et de faire de ce ramadan le ramadan le plus sanglant. On a vu qu'il y a eu les événements d'Orlando le week-end dernier, et donc des attaques en Europe et en particulier en France étaient craintes. On les attendait plutôt autour de l'euro et des événements qui braquent les yeux du monde entier et des médias entiers sur notre sol. On attendait des actes spectaculaires et là on a eu cet acte intime d'une violence insoutenable, comme Frédéric Pechnard vient de le rappeler. Mais du coup ça démontre bien que c'est imprévisible, difficile à anticiper et que qu'on revit finalement une forme d'impuissance et qui est inévitable, non? Pas inévitable. Ce qui est insupportable, c'est que finalement ça fait 4 ans qu'on a laissé grossir l'État islamique et ça fait 2 ans qu'on est vraiment rentré dans une vraie difficulté. Il y a des mots qui ont été mis par le Premier ministre, par le Président de la République, on est en guerre. Mais en fait c'est pas vrai, on n'est pas en guerre. On n'a pas changé grand chose, on est en état d'urgence, mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'état d'urgence? Moi je suis assez stupéfait. Les mots sont forts, on est en état d'urgence. Et pourtant cet après-midi, il y a des casseurs qui ont tout vandalisé dans Paris. Ils ont même attaqué l'hôpital pour enfants où est hospitalisé le fils des 2 policiers qui ont été assassinés. On est en état d'urgence et pourtant, eh bien, il y a des grèves de poubelles et il n'y a pas de réquisition. On est en état d'urgence. Il y a eu un nettoyage après quelques jours. Oui, enfin, nettoyage tout à fait ponctuel. Et il n'y a pas de... On est en état d'urgence et on laisse une centrale syndicale insulter la police sans qu'il y ait de réaction ni de plainte du ministère de l'Intérieur. Alors, moi, je ne comprends pas bien. Où on est en guerre... Frédéric Pechnard, j'entends bien, et je crois qu'une bonne partie des Français partagent cette indignation. Mais je parlais de ce drame et de cet attentat, de ce double assassinat. Comme policier, vous ne pouvez pas dire... On pouvait l'anticiper, on aurait pu prévoir. Ça se passe au Muro, ça aurait pu se passer dans une autre ville, ça aurait pu se passer... c'est tout le problème de ce terrorisme aujourd'hui. Bien sûr, mais le sujet, c'est pas de dire qu'on aurait pu tout éviter. Bien sûr que non, on ne peut pas tout éviter. Je pense quand même qu'on devrait penser au principe de précaution. Vous savez, pour la nourriture, on a un principe de précaution. Mais là, c'est pareil. Ceux qu'il faut protéger d'abord et avant tout, ce sont les victimes potentielles. Je pense par exemple que si les peines étaient plus importantes, si les terroristes faisaient l'intégralité de leur peine sans possibilité de remise de peine, si les policiers étaient, alors c'est le cas aujourd'hui parce que c'est l'état d'urgence, mais je pense que c'est une bonne chose et que ça devrait perdurer, systématiquement armés sur les trajets et chez eux, eh bien on réduirait. Il n'est pas question de se dire, quand il y a une guerre, il y a des victimes de part et d'autre. Il est question que si on dit qu'on est en guerre et si on proclame l'état d'urgence, on prend derrière les mesures qui s'imposent. Je voudrais qu'on écoute Manuel Valls, si vous allez répondre. Il a répondu à Éric Ciotti cet après-midi à l'Assemblée nationale, qui tenait évidemment votre discours étant du Parti des Républicains. Écoutez-le, sachant qu'un certain nombre de mesures ont été prises. Voilà ce qu'il répond. Nous sommes prêts à examiner toujours toutes les propositions, mais aucune qui ne mette en cause l'état de droit. Moi, je ne veux pas ni de la peine de mort,
ni de Guantanamo, ni de la vente des armes, parce que je sais aussi ce que peut donner ce modèle. Alors, Monsieur Ciotti, le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme, c'est la démocratie, c'est l'état de droit, c'est la détermination, c'est le sang-froid. Et quand on lutte contre le terrorisme, Monsieur Ciotti, quand on est en guerre, on ne dévie pas d'une ligne, on va jusqu'au bout et on combat le terrorisme droit dans les yeux, parce que c'est ça qu'on attend d'une démocratie. Thibault de Montbrial. Je découvre ces propos. Bon, il a raison de rappeler qu'on est en démocratie et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Que de ce que j'ai compris, il ne m'avait pas semblé que Éric Ciotti proposât qu'on fit n'importe quoi. Mais sur le fond, la gravité de la situation implique quand même qu'on sorte de l'espèce de gang dont on a du mal à sortir. Je suis déjà venu le dire sur votre plateau, Ruth Elkrieff, mais ça fait 1 an et demi qu'il y a des choses qui se passent, mais qu'on a l'impression qu'il y a quand même une idéologie globale de paix dont on a du mal à sortir. Il faut, par exemple, on sait, compte tenu des missions épuisantes auxquelles sont soumises les forces de l'ordre civiles et militaires depuis des mois, il faut réfléchir, il faut élargir le spectre de réflexion. Par exemple, la sécurité privée armée, on est en train de finir par y arriver, mais il faut développer, évidemment de façon contrôlée, de telles possibilités pour les entreprises de se protéger. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, sur les fan zones, etc. Aujourd'hui, on voit bien qu'on fait appel à de la sécurité privée. Oui, mais pas armée. Aujourd'hui, des sites, bon, l'euro, c'est ponctuel. C'est un vrai sujet, mais c'est ponctuel. Mais prenez les cibles cruciales que sont les sites industriels, ce qu'on appelle les zones Céveso, les zones à produits dangereux. Aujourd'hui, ne sont pas protégés par des gens qui sont armés. C'est totalement surréaliste. Alors, ponctuellement, on dévie de leur mission des escadrons de gendarmes mobiles ou des compagnies de CRS, mais pendant qu'ils font ça, ils font pas autre chose. Ils rentrent de moins en moins chez eux et ils s'entraînent plus. Donc, c'est pas une solution. Il faut sortir, faire ce que les Américains appellent, penser en dehors de la boîte, il y a une expression américaine, et imaginer des modalités nouvelles. Et j'ajoute une chose, c'est qu'on parle beaucoup de l'État islamique, de Daesh, d'Al-Qaïda aussi, qui a aussi appelé ce ramadan à des attentats épouvantables en Europe. Mais notre problème en France, et le problème des Européens, il dépasse très largement les organisations islamistes. Nous avons aujourd'hui un problème qui, même si demain, par hypothèse, nous arrivions à éradiquer l'État islamique, nous arrivions à éradiquer Al-Qaïda, il nous resterait ces dizaines de milliers de jeunes qui sont des islamistes radicalisés, qui sont français, qui détestent la France et qui sont prêts à prendre les armes, soit qu'ils aient été s'aguerrir en Irak et en Syrie, soit qu'ils soient restés sur le territoire national, parce que la Russie à Bala, lui, il est resté, il n'est pas parti à... Oui, et d'ailleurs, dans son discours, il explique que c'est justement l'impossibilité d'aller en Syrie qui fait qu'il commet un attentat en France. Mais en même temps, vous allez nous dire quoi? Il faut faire un Guantanamo? Alors, moi, j'ai évolué, ma pensée a évolué sur le sujet. Dans le livre que j'ai écrit il y a 1 an, je disais qu'il n'y avait pas de bonne solution sur la détention. Si vous mettez les islamistes avec la population générale, vous risquez le prosélytisme. Et si vous les mettez entre eux, vous risquez de désincubation avec des réseaux qui se constituent. Je pense aujourd'hui que, vu le nombre de gens qui reviennent, vu le nombre de gens qui sont radicalisés, il faut prévoir, il faudrait créer 1 ou 2 centres de détention, puisque le parquet antiterroriste est à Paris et que ces affaires-là sont jugées à Paris, en banlieue parisienne, des prisons hyper sécurisées où les gens soient isolés et surveillés en permanence et où l'on mette entre eux ces gens dans des conditions sur lesquelles il faut réfléchir. Tout ça n'est pas du tout attentatoire aux droits de l'homme. Quand on dit Guantanamo, on a tout un série de fantasmes, de choses vraies et fausses. C'est pas ça qu'il s'agit de transposer. Là, il s'agit de les isoler. Ce qui est certain, tous les politiques aujourd'hui sont d'accord, c'est qu'on est parti sur une génération. C'est-à-dire qu'on a un problème sécuritaire, il ne faut pas que notre société s'écroule sous les coups de boutoir qui lui sont portés. Et pendant ce temps-là, il faut qu'on reconquiert les cœurs et qu'on refonde une aventure collective. Mais pour ça, il ne faut pas s'écrouler et il faut construire une résilience. Et pour ça, il faut raisonner différemment. Alors à l'instant, après la réunion que les syndicats policiers avaient avec le ministre de l'Intérieur, on apprend que le port d'armes hors service pour les policiers restera autorisé après l'état d'urgence. C'est ce qu'ont obtenu les syndicats de policiers ce soir. Ils le demandaient, puisque aujourd'hui il est autorisé en état d'urgence, il restera autorisé après l'état d'urgence. Je pense que c'est une bonne chose, c'est quelque chose qu'on réclamait depuis longtemps. C'est une vraie mesure de bon sens. Vous avez 250 000 policiers et gendarmes en France. Donc il y a ceux qui travaillent et puis il y a ceux qui sont au repos. Eh bien tous ces gens qui sont au repos, ils vont au cinéma, ils prennent le train, ils sortent de chez eux. S'ils sont armés, ils peuvent intervenir. Je vais me dire
plus, pour les policiers, ils doivent intervenir. L'exemple du Bataclan. Au Bataclan, au moment de l'attaque, il y a 2 policiers hors service qui sont à l'intérieur, un commissaire de police et un gardien de la paix. Ils ne sont pas armés. Je ne prétends pas que le fait d'être armé résoudrait tout. Enfin, si vous êtes policier, vous êtes entraîné au tir, vous avez une mentalité pour faire face au danger, eh bien, s'ils sont armés, ils peuvent apporter un appoint considérable aux forces de sécurité. Donc c'est un acquis ce soir, donc vous ne pourrez pas dire que ça n'avance pas d'une certaine façon. Voilà. Ça avance tellement doucement. Ça fait 4 ans. Je suis venu sur votre plateau à plusieurs reprises pour dire qu'il fallait pénaliser la consultation des sites djihadistes. On le sait, aujourd'hui, la radicalisation, ça se passe par Internet. Il faut donc empêcher les jeunes d'aller sur Internet pour voir ces scènes de décapitation horribles. Ça y est, il y a une loi qui est du 3 juin, mais pourquoi a-t-on attendu autant de temps? Voilà. On a l'impression d'être toujours à la traîne de l'actualité, alors qu'il faut qu'on soit proactif. En même temps, on est dans un régime démocratique. On est aujourd'hui, une loi, elle passe à l'Assemblée nationale. Elle est examinée par les députés, même si vous assistez à une forme quand même d'unanimité, globalement, sur ces sujets en plus. On n'est pas dans des sujets qui sont clivants. Pardonnez-moi, il n'est pas question de revenir. Enfin, je veux dire, faut pas caricaturer nos positions. Moi, quand j'entends Guantanamo, ça, c'est de la caricature. Il n'est pas question de faire Guantanamo. Si on veut faire une prison en France, sur le sol français, réservé aux terroristes, il va sans dire que c'est le droit français qui va s'appliquer. Bien. De la même façon, évidemment, une loi doit passer à l'Assemblée nationale et doit être votée. Enfin, on arrive à faire voter rapidement des lois qui ne sont pas toujours d'un intérêt absolument formidable. Et pourquoi on a attendu 4 ans? Le sujet, c'est qu'il nous faut des lois, naturellement, on est dans un état de droit, mais des lois qui soient efficaces. On voit bien qu'on a réussi à voter cette loi, enfin, exactement sous la même forme que la loi qui a été votée pour interdire la consultation des sites pédopornographiques qui avait été voulu par Nicolas Sarkozy en 2009. Je n'ai pas que de la sévérité pour le gouvernement qui, depuis 2 ans, fait face, il faut bien le dire, à une situation qui est particulièrement catastrophique. Mais c'est vrai qu'il faut que la classe politique française en général, et je pense que ce sera un des enjeux de la prochaine élection présidentielle, arrive à penser différemment une problématique qui est partie sur 10 ans. Et puis vous parliez des lois, il n'est évidemment pas question de revenir sur les lois démocratiques, mais il y a toute une série de décisions qui relèvent du réglementaire. Ça, des décisions réglementaires, ça peut se prendre en quelques jours. Des décisions concrètes, tactiques, comme on dit sur le plan de la sécurité, peuvent être prises extrêmement rapidement. Oui, mais vous voyez, on risque pour conclure d'assister à une forme de surenchère aussi. Retour de la peine de mort, utilisation des armes, à part les policiers, je veux dire, éventuellement autorisation de port d'armes pour plus de gens que les policiers, etc. Et il faut aussi lutter contre ça. Vous êtes d'accord? Je pense que ce qu'il faut faire, c'est quelque chose qui soit évidemment efficace et équilibré. Bon. Une démocratie, c'est un état de droit. Et dans le droit, le symbole du droit, c'est la balance. Il faut que ça soit équilibré. Mais ça veut dire que si d'un côté on y est attaqué très fortement, il faut qu'on soit capable de se défendre très fortement. Ça ne remet pas en cause du tout la démocratie, c'est juste savoir si on veut survivre ou pas. Thibault de Montbrial l'a très bien dit tout à l'heure, nos valeurs, notre civilisation, la façon dont nous vivons est aujourd'hui incontestablement mise en danger. Voilà, il faut savoir si on veut lutter ou si on ne veut pas lutter. Et plus le danger est grand, plus il faut être prêt à prendre des décisions. On sait aujourd'hui d'un mot qu'en Israël, les attentats ont cessé dans les 30 premières secondes parce que l'agresseur est tué par des gens qui portent des armes, qui sont habilités, qui sont plus nombreux qu'en France. Et je ne pense pas qu'il faille s'interdire la réflexion sur ce sujet parce que le jour où on aura 1000 morts, notre société s'écroulera. Merci beaucoup. Merci. C'est le 20h live d'Alain Marchal. Tout de suite, qui revient bien sûr sur ce double assassinat dans les idées.